Salut tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va apprendre à tourner un carré, qui évidemment en perspective devient une espèce de parallélépipède. Et on va le tourner autour de son axe central, ce qui n'est pas évident. Prêt? On y va. Ok. Il y a plein de tutoriels qui vous montrent comment tourner un cube autour d'un axe qui passe par l'un des sommets. Okay. Et ça, c'est relativement facile à faire. Je ferai une capsule là-dessus, mais il y en a déjà plein en anglais, donc j'en ferai une en français là-dessus. Mais celle où on prend une surface et on la tourne par rapport à son point milieu, c'est pas évident. Il y a une personne, Monsieur T, qui est pas loin de la solution. Il manque une chose. On a discuté à travers ses commentaires, donc je mettrai une référence à son tutoriel parce qu'il est vraiment très bien fait. C'est par exemple sur un cube Rubik, si je veux tourner cette surface-là autour de son axe central, c'est-à-dire le point jaune au milieu ici, eh bien, c'est quelque chose qu'on fait souvent, qu'on a besoin de faire souvent, ok? Beaucoup plus que de tourner, par exemple, ce cube-là autour de son axe qui passe par un sommet. Vous voyez la différence? Je tourne autour de son axe qui passe par un sommet, ou je tourne autour de son axe central, ok? Et c'est pratique, par exemple, on va faire une capsule un peu plus de longue haleine sur comment dessiner un cube Rubik de manière réaliste. Ben, c'est plus beau de dessiner un cube Rubik comme ça, on va dire, ok, donc ouvert comme ça ou comme ça, que comme ça, ok. Et donc, il faut apprendre à tourner ça. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ok, alors pour commencer, on va le faire en perspective à deux points de fuite, mais avant de le faire en perspective à deux points de fuite, je vais d'abord vous le montrer en 2D, ok. Ça fonctionne sur un cube, pas sur un rectangle, ok. Sur un rectangle, c'est plus compliqué. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner un rectangle, je vais dessiner un cube, d'accord? Et puis, tiens, je vais le faire 5 cm par 5 cm. Et puis, on va le tourner, d'accord? On va le faire d'abord en 2D, puis on va appliquer le même principe en 3D. Okay. Donc, voilà mon cube que j'aimerais tourner autour de son axe central. Donc, vous vous souvenez, vos meilleurs amis en perspective et en géométrie 2D, ce sont les diagonales. Dès qu'on a affaire à un rectangle ou à un cube. Et je vais faire les diagonales un peu plus grandes, vous allez voir pourquoi. Donc je viens de trouver le point central. Et là, je vais aller chercher le point milieu. Donc ce que je sais, c'est que c'est un point qui passe par le centre et qui va dans la direction de la perspective. Ici, il n'y a aucune perspective. Donc c'est une belle verticale dans ce cas-ci. Je la prolonge aussi. Vous allez voir pourquoi dans pas longtemps, je vous promets. Et ici, la même chose, ça passe par le point central et ça va de chaque côté. Ok. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que je vais dessiner deux cercles. Ok. Je vais dessiner un cercle, et ici c'est un cercle parce que c'est un cube. Si c'était un rectangle, ça serait une ellipse. Je vais dessiner un cercle qui est inscrit à l'intérieur. Donc je vais dessiner ça. Ce que je sais, c'est que ça a un rayon qui va du centre jusqu'au milieu de l'arête opposée. Ok. Et il va être tangent à l'arête au point milieu, mais il ne dépassera jamais. C'est-à-dire que le cercle ne sortira jamais de la boîte. Donc voilà le cercle inscrit à l'intérieur du cube. Ok. Et puis, donc il est tangent au point milieu ici. Ok. Puis ensuite, il commence à décoller et faire le tour. D'accord? Donc ça, on sait comment le faire en perspective. Et maintenant, je vais dessiner un cercle extérieur. Ce cercle extérieur, ce que je sais, c'est qu'il passe par les quatre sommets. Okay? C'est-à-dire que les quatre sommets touchent au cercle. Et c'est seulement les quatre sommets qui vont toucher au cercle. Et en 2D, on devrait le voir maintenant. Pour tourner ce rectangle-là, autour de son axe central ici, tout ce que j'ai à faire, c'est déplacer les sommets. Okay? Les sommets vont toujours tourner autour du cercle extérieur et les arêtes vont toujours être tangentes au cercle intérieur, mais sans jamais rentrer à l'intérieur. Donc si je prends ce cube-là et que je le tourne, mettons que je prends ce sommet-là puis que je l'amène ici. Okay? Donc je le déplace ici. L'autre sommet va se déplacer d'autant.
Ce sommet-là va se déplacer d'autant, ce sommet-là va se déplacer d'autant, en 2D. En 3D, ou en perspective en fait, c'est pas le cas. Okay, ça se déplacera pas d'autant parce que tout est déformé, dépendamment de la perspective. On aura l'impression que ça se déplace plus ou moins. Il va falloir calculer ça. Donc, ce que je sais, c'est que je vais avoir une arête qui va faire 5 cm et qui va être tangente au cercle intérieur et qui devrait venir après exactement 5 cm parce que l'arête fait 5 cm toucher au cercle de l'autre côté. Donc voilà mon arête une fois tournée, okay, à peu près à l'œil. Ici la même chose, je devrais avoir 5 cm tangente jusqu'à ce que ça touche à l'autre. Donc est-ce que vous constatez que le sommet ici touche au cercle extérieur, mais que l'arête elle est tangente au cercle intérieur, okay, sans jamais rentrer à l'intérieur. La même chose ici, j'ai besoin que ça fasse 5 cm et que ça soit tangente au cercle intérieur et qu'au 5e centimètre, c'est-à-dire au bout de l'arête, que ça touche au cercle extérieur. Donc voici. Et normalement, si je rejoins ces deux lignes-là, ça devrait faire 5 cm, ça devrait être parfaitement perpendiculaire et ça devrait rejoindre ici. Et voilà, ok, donc c'est simple en 2D. J'ai pris ce cube-là et je l'ai tourné par rapport à son axe central. C'est bon? Yes. Maintenant, ça se complique, on va le faire en perspective. On va faire, comme à l'habitude, une perspective à 2 points de fuite. Point de fuite de gauche. Point de fuite de droite. Je vais dessiner la première intersection. Maintenant, je dois trouver le point station, parce que ce que je dois dessiner, c'est un cube en perspective. Okay. Donc, ce que je vais trouver maintenant, c'est où est-ce que se trouve l'observateur, l'observatrice. Eh bien, elle se trouve toujours à un endroit où il y a 90 degrés entre la ligne vers le point de fuite de gauche et la ligne vers le point de fuite de droite. C'est une question de géométrie et de règles de perspective linéaire. Sinon, la perspective, elle ne marche pas. Okay. Au niveau de l'observateur, il y a 90 degrés. Et vous pouvez le voir. Okay. C'est littéralement, c'est relié à l'optique. Et okay. Vous êtes, quand vous dessinez quelque chose dehors, vous êtes l'observateur, l'observatrice. Et vous allez le sentir avec un peu d'exercice et de pratique. Que la ligne d'horizon est à la hauteur de vos yeux, au loin, que c'est une courbe. Et que si je fais 90 degrés avec mes mains, de manière à ce que ça aille à gauche et à droite de mon plan d'observation, eh bien, j'aurai 90 degrés entre les deux, entre ce bras-là puis ce bras-là. Okay, et mon point de fuite est là, et je peux littéralement le voir. Si je dessine une église, si je dessine un building, je vais voir que les lignes convergent vers ces points de fuite-là, je vais le sentir. Ça demande juste de la pratique, de mélanger en fait l'observation et l'analyse de la perspective. Ok. Donc ici, je sais qu'il y a 90 degrés, ici, et je vais aller trouver l'angle à 45. Il est important, ça va me permettre de dessiner un cube. C'est une manière rapide de dessiner un cube. Pas un cube, mais un carré. Okay. Donc je vais trouver ma ligne à 45 degrés. C'est celle qui divise mon équerre. C'est quand je prends mon équerre à 45. Eh bien ma ligne, elle va être là. Okay. Un petit peu plus à gauche. Et je l'amène jusqu'à la ligne d'horizon. Et ça, on va appeler ça le point de projection 45 degrés. Il y en a qui appellent ça le point de fuite à 45 degrés, mais ce n'est pas vraiment un point de fuite, même si c'est un mal principe. Le point de projection, les lignes vont fuir vers ça, mais ce n'est pas un point de fuite visuel, d'observation. Okay, si je puis dire, c'est un point de fuite plus mathématique, géométrique dont on se sert. Donc, pourquoi je l'ai fait? Parce que je sais que ça, c'est la diagonale de ce grand carré. Puisqu'ici, c'est 90 degrés, je sais que de chaque côté, on est à 45 degrés. OK? Et donc, ça, c'est la diagonale de ce grand carré. Et donc, ce point-là, la ligne d'horizon,
est commun à toutes les diagonales à 45 degrés. Et je vais me servir de ça. Donc je vais décider de la longueur de mon carré. Je vais dire que mon carré vient jusqu'ici. Okay, je vais le faire assez grand. Donc ça c'est la longueur de mon carré. Je dois trouver la longueur équivalente ici, la longueur équivalente là, et finalement finir la construction. Bon, ben, ce que je sais, c'est que ce point-là, si je vais tracer une diagonale à 45 de ce carré que je n'ai pas encore dessiné, ça va aller vers le point de projection 45. Donc je vais le dessiner. Et du coup, je viens de trouver ce point-là, qui est la longueur de cette ligne en perspective. Donc cette ligne en perspective a la même longueur que celle-ci, mais en perspective. Et donc je peux maintenant trouver le reste. J'ai besoin d'une règle un peu plus grande. Je peux tracer une ligne qui passe donc par ce point et une ligne qui va vers l'autre point de fuite et qui passe par le point le plus proche de moi, celui-ci, le plus proche de l'observateur. Okay. Et donc j'ai maintenant mon cube. Mon carré. J'ai maintenant mon carré qui est ici. Je vais aller tracer l'autre diagonale pour trouver le point milieu. Donc j'ai le point milieu ici. Et je vais tracer mes lignes qui vont couper en deux les arêtes. Donc ce que je sais, c'est que ça va passer par le point milieu et ça va aller vers les points de fuite respectifs de la dimension en question. Donc voilà ma division en deux ici et là des arêtes de cette dimension. Et maintenant les arêtes de cette dimension, ça passe par le point milieu et ça va dans l'autre sens. D'accord, ok. Donc voilà mes points d'intersection. Maintenant je peux dessiner l'ellipse ici. Je vais la faire de manière assez précise, ok. Donc je vais utiliser la méthode des 12 points. Je dois trouver une diagonale ici. Donc je divise en ce moment c'est des carrés. Les carrés intérieurs, je les divise également. Okay. Et une fois que j'en ai trouvé un, après le reste c'est par déduction si on veut. Okay. Je sais que ça passe par ce point-là. Donc ici, ça va passer par le point milieu. Celui-ci, ça va vers le point de fuite. Et ça va faire ça. Ici, ça passe par le point de fuite. Et par ce point-ci. Un petit peu plus haut. Voilà. Et ça va vers le point de fuite ici. C'est bon. Et le dernier, si j'ai bien fait mes trucs, les deux intersections avec la diagonale et les lignes bleues devraient me créer la ligne que je cherche. Puis ça marche. Je vais la prolonger. Okay. Donc vous vous souvenez, pour la technique des 12 points, je me concentre sur les rectangles qui font partie du périmètre extérieur. Donc j'en ai 4. J'ai celui-là, j'appelle ça des marges. Ok, ces marges-là. Je me concentre là-dessus. Et je trace des diagonales qui vont du sommet extérieur vers le sommet intérieur. Et dès que ça intersecte le premier quart, parce que là vous voyez que j'ai divisé en 4, 1, 2, 3, 4, c'est un point par où l'ellipse va passer. Donc du sommet extérieur vers le premier quart. Je ne le trace pas jusqu'au bout parce que ça commence à me faire beaucoup de points. Donc je sais qu'il va passer ici, mon ellipse elle va passer ici, elle va passer là, elle va passer ici, elle va passer là. Et je viens de trouver ce point là, donc ça c'est le point numéro 5. Je vais faire la même chose ici. Donc j'ai maintenant ce qu'il faut pour tracer mon ellipse qui va faire ceci. On va faire ça, tangentiel et tourner, tangentiel et tourner. Elle va faire ça ici, tangentiel et tourner.
en passant par ces points-là. Tangentiel et tourné et jamais, jamais cassé. Il n'y a jamais de pincement dans une ellipse. Et voilà mon ellipse extérieure. Donc maintenant je vais estamper tout ça pour ne montrer que l'essentiel. D'accord? Donc c'est cool. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit un rectangle extérieur pour tracer l'ellipse extérieure qui est inscrite à ce rectangle extérieur. Okay? Mais ce n'est pas ce rectangle-là que je veux tourner, c'est le rectangle qui va se trouver à l'intérieur. D'accord? Et en fait, où est-ce qu'il est mon... Si on revient ici, donc c'est comme si j'avais tracé un rectangle extérieur ici, okay, pour tracer cette ellipse en bleu. Et ensuite, le rectangle intérieur, ce que je sais, c'est qu'il est concentrique par rapport au rectangle extérieur. Okay? Donc ce rectangle est concentrique par rapport à lui, ce qui veut dire qu'il va partager les mêmes diagonales. Vous voyez cette diagonale-là, si je traçais un autre rectangle ici, oui, un carré, pardon, dans ce cas-ci, okay? Est-ce que vous sentez qu'il partage les mêmes diagonales? Ici aussi, si j'en faisais un, okay? Il partage les mêmes diagonales. C'est comme ça qu'on peut faire des rectangles ou des carrés concentriques. Okay? Même en perspective. Okay? Et puis on va utiliser ça quand on va dessiner une roue complète. Okay? Parce que c'est plein de... Une roue, c'est plein de... Tiens, regardez là. Une roue, c'est plein de cercles concentriques. Okay? D'ellipses donc concentriques. Donc on dessinera ça à un moment donné. Ok. Donc c'est ce que je fais. Okay? Et ce que je sais, comme on l'a vu ici, est-ce que je l'ai là? Oui. Comme on l'a vu ici, c'est que le rectangle intérieur, ses sommets vont intersecter le cercle extérieur. Vous êtes d'accord? Le sommet va intersecter. Puis quand je le tourne, il va encore intersecter. Ça, c'est important. Et les arêtes vont toujours être tangentes au cercle intérieur, c'est-à-dire qu'elles ne rentreront jamais dans le cercle intérieur. Okay? Elles font juste toucher, embrasser à l'extérieur. Alright. Donc, allons-y. Je disais que j'allais estamper toutes ces lignes-là pour en avoir un peu moins et juste insister sur l'ellipse. Ok. Donc, j'insiste maintenant sur l'ellipse. Okay? Donc, on va dessiner l'ellipse. Donc, je sais que mon cube intérieur va se retrouver à l'intérieur. Il va partager les mêmes diagonales que je vais redessiner. Alors, c'est facile de le dessiner. Si je veux qu'il soit concentrique à lui, eh bien, je choisis un point, n'importe lequel, arbitraire, sur une des diagonales, et puis je le dessine. Donc, on va prendre une diagonale qui intersecte le cercle. Okay? Et je sais que vu qu'il est concentrique, il va aller vers le même point de fuite, et il va se rendre jusqu'à l'autre bout du cercle, qui devrait coïncider avec la diagonale. Okay? La même chose ici, et ça devrait coïncider avec la diagonale, plus ou moins les erreurs dues à la taille de la mine, aux imprécisions, etc. Okay, donc c'est une façon de vérifier qu'il est bien fait. Mon cube. Je dis toujours cube. Ok, donc voilà mon carré inscrit à l'intérieur de cette grande ellipse. Et vous voyez bien que les sommets sont sur cette ellipse-là. Et comme en 2D, si je faisais tourner ce cube-là, okay, ces sommets seraient toujours sur cette ellipse. Et donc, ils se déformeraient différemment puisque c'est une ellipse. Okay? Tandis qu'ici, si je prends ce carré-là et que je le tourne, il ne se déforme pas parce que je suis en 2D. Okay? Et parce que c'est un cercle. Mais donc, ça va toujours se retrouver là-dessus. Et ce que je sais, c'est que ça va être... Pardon. Ces arêtes vont toujours être tangentielles à l'ellipse intérieure. Ici, dans ce cas-ci, c'est le cercle intérieur. Okay? Que ce soit ce carré-là ou ce carré-là tourné, les lignes sont tangentielles. Alors, on va faire ça. On va créer l'ellipse intérieure. On va encore une fois utiliser la méthode des 12 points pour faire une ellipse la plus précise possible. Donc, j'ai déjà mes diagonales et j'ai déjà mes points milieux.
puisque c'est un carré concentrique à celui extérieur, j'ai déjà mes points milieu et j'ai déjà mes diagonales. Okay? Donc j'ai mes marges extérieures. Okay? Je n'ai pas besoin de continuer mes divisions, j'ai mes marges extérieures. Donc il me suffit maintenant de trouver les 6 autres points que je n'ai pas encore, les 8 autres points que je n'ai pas encore, qui sont des espèces de points d'ancrage. Ça part du sommet extérieur vers le sommet intérieur de cette marge, qui est un rectangle extérieur, là où il intersecte le premier quart qu'il trouve. J'ai maintenant mes 12 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mon ellipse va passer là-dedans. Alors c'est parti mon kiki. Je fais mon ellipse en orange. Donc, elle va faire ça, comme ça. Ensuite, ici, elle passe par là. Ici, elle fait ça et ça. Et de ce côté-ci, voilà mon ellipse intérieure. Voilà mon ellipse intérieure. Et ce grand cube-là, maintenant si je veux le tourner, je sais que les sommets vont toujours se retrouver sur l'ellipse extérieure et que les arêtes vont toujours être tangentes à l'ellipse intérieure sans jamais rentrer dedans. Fait qu'on a presque terminé. Il restait un aspect super important, qui est la chose suivante. Okay? Je me suis demandé dans mes recherches, là, je m'étais dit, hey, si on utilisait ce principe-là, je pense que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je me souviens plus, il faut que je le recommence. Okay? Ça, c'est le plancher sur lequel l'observateur se trouve. Ça, c'est l'objet. Okay? Je vais le pencher un peu pour que vous voyez le dessus. D'accord? Donc, en ce moment, par rapport à la caméra, dans votre cas, le point de fuite, il est vers moi. Vous êtes en projection à un point de fuite. Okay? Mais si je le tourne, tout en le gardant parallèle au sol, okay, donc c'est ce qu'on appelle un plan tourné, maintenant, il y a 2 points de fuite qui vont vers l'horizon de ce côté-ci et 2 points de fuite qui vont vers l'horizon là. Mais vous, en tant qu'observateur, c'est-à-dire la caméra ou observatrice, la caméra, elle reste en projection à un point de fuite. C'est le plan qui a tourné. Donc il n'est plus parallèle à votre scène, à votre plan de projection. Et donc ces points de fuite, il y en a 2 maintenant. Ici, il y en avait 1, maintenant il y en a 2. Okay? C'est toujours sur la ligne d'horizon, c'est-à-dire la hauteur de vos yeux, ou des yeux, pas de vos yeux, mais des yeux de la caméra. L'objectif donc, sur la ligne d'horizon. Okay? Puis à un moment donné, je vais tellement tourner que, remarquez, maintenant il tombe à un point de fuite. Okay? Et là, hop, on recommence 2 points de fuite, et il tombe à un point de fuite. D'accord? 2 points de fuite, 2 points de fuite, il tombe à un point de fuite. Donc dès qu'il redevient parallèle à la scène construite par la caméra, il redevient un point de fuite. Okay? Donc qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que je suis un objet, je suis un cube. Okay? Alors, si je suis parallèle à vous, le point de fuite, je suis un objet à un point de fuite, comme ça. Okay? Mais j'ai quand même 6 points de fuite. J'en ai un en haut, j'en ai un en bas, j'en ai un à gauche, j'en ai un à droite, j'en ai un devant, j'en ai un derrière. Okay? Donc en fait, vous ne voyez pas le point de fuite de gauche ou le point de fuite de droite. Mais si je me mets à tourner, okay, là vous commencez à voir les 2 points de fuite. Vous voyez, là je suis en perspective à 2 points de fuite. Si je tourne, je tourne, je tourne, je vais tourner ma chaise un peu, hop. Là, je suis en perspective à un point de fuite. Il y a un point de fuite qui vient vers vous ou qui s'éloigne de l'autre côté. Et puis celui-là, vous l'ignorez, vous ne le voyez plus, vous considérez que c'est parallèle. Okay? C'est ça qui se passe. Et si je tourne, mes points de fuite se placent sur la ligne d'horizon. Maintenant, si le plan est incliné, c'est autre chose. Okay? Si le plan est incliné, les points de fuite ne sont plus sur la ligne d'horizon. Et le pire cas, c'est celui-ci, quand il n'y a plus rien de parallèle au plancher. Okay? Là, ça devient quelque chose. Okay, mais tant que j'ai au moins une arête de parallèle ou une face de parallèle, je suis capable de trouver les points de fuite. Ici, les points de fuite sont sur la ligne d'horizon. Ici, plan incliné, les points de fuite sont potentiellement sur une ligne verticale qui passe par une des lignes d'horizon. On regardera ça quand on fera l'escalier.
okay, qui est un exercice super intéressant. Donc, où je veux en venir avec ça, c'est la chose suivante. La ligne d'horizon, je le répète, ça n'est pas une ligne, c'est une courbe, okay, à l'infini. Et donc, si je me déplace, mettons que je tourne comme ça, okay, vous êtes d'accord que qu'est-ce qui se passe? C'est que mon point de fuite de gauche est en train de rentrer à l'intérieur de votre champ de vision. Donc, il se déplace d'une certaine distance par rapport à là où il était avant. Mais le point de fuite de droite, lui, dans votre cas, lui, ça va être celui de gauche dans votre cas. Okay? Donc, le point de fuite à votre gauche, lui, va sortir de votre champ de vision. Okay? Et à un moment donné, il va tellement sortir qu'il n'est plus... Vu que la ligne est une courbe, il est sur la courbe ici. Okay? Vous allez le voir en 3D là, avec Blender. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que si je déplace ici, admettons que je veux déplacer le point de fuite de gauche ici. Okay? Le point de fuite de gauche prime. Donc, de cette distance à ici. Okay? C'est de 10 cm environ. Ben, c'est pas vrai que de l'autre côté, je déplace mon point de fuite droit de 10 cm. C'est pas linéaire comme ça. Okay? C'est proportionnel, mais pas linéaire. Parce que ça se déplace sur une courbe en réalité qu'on a approximée par une ligne droite. Et donc la ligne droite, elle n'est droite que à l'intérieur de notre champ de vision. À l'extérieur de notre champ de vision, ça se met à courber. Et c'est pour ça que si vous observez une clôture très longue à l'infini, okay, à un point de fuite, c'est-à-dire vous le regardez bien en face, si vous ne tournez pas votre tête et que vous regardez comme avec votre vision périphérique à gauche, vous allez voir, hey, ça converge à gauche et à droite. Mais ça, ce n'est pas des points de fuite. Ce n'est pas des points de convergence, c'est de la déformation causée par le fait qu'on est sorti de notre champ de vision et que en fait notre ligne d'horizon, elle est courbe. Et si je veux voir correctement ce qui se passe en dehors de mon cône de vision, 60 degrés ou 90 degrés, je dois me tourner pour aller voir cette partie-là. Donc à chaque fois, je ne vois correctement, avec une déformation pas trop exagérée de la perspective, qu'environ 60 ou, dans le pire des cas, 90 degrés. Okay? On peut aller un peu plus loin que ça, on peut dessiner. Donc ici, voyons, le point de fuite de gauche et le point de fuite de droite, c'est 90 degrés. Donc ça, c'est un champ de vision à 90 degrés. Il y a de la déformation perspective. Là où il y en a moins, c'est un champ de vision de 60 degrés. Okay? Le cône de vision qu'on appelle. Mais si je sors de là, de point de fuite de gauche, si je dessine quelque chose à gauche du point de fuite de gauche ou à droite du point de fuite de droite, je peux. Mais ça va être déformé, très déformé. Puis des fois, ça n'aura pas de sens. Pas sur le plan de la perspective, mais sur le plan de la géométrie, sur le plan visuel. Okay? Mais on peut jouer avec ça, on peut faire des trucs avec ça qui sont vraiment intéressants. Okay? Mais il faut savoir ce qu'on fait. Donc, si je déplace ce point de fuite de gauche vers l'intérieur, c'est l'équivalent d'avoir tourné le plan. Okay? Donc, vous voyez, si je mets mon cube comme ça, évidemment, ça ne correspond pas là, mais vous sentez que ça converge vers un point de fuite quelque part là, ça converge vers un point de fuite quelque part ici. Okay? Donc, ça converge, mettons, vers un point de fuite ici. Si je le tourne, ben, le point de convergence s'est déplacé aussi. Donc, admettons que je veux mon nouveau point de fuite ici. Le point de fuite de droite, il ne sera pas à la même distance. Okay? Parce qu'il s'est déplacé sur une ligne courbe. Mais je peux me servir de ce point-là. Il est vraiment cool, ce point-là. Il va m'aider. Qu'est-ce que je sais à partir de ce point-là? Ce que je sais, c'est que cette nouvelle ligne, celle-là et celle-là, la dimension des x, que moi j'aime bien appeler, okay, vous vous souvenez, je dis toujours z, c'est vers le haut, x, c'est vers le point de fuite de gauche, et y, c'est vers le point de fuite de droite. Et on n'oublie pas qu'il y a y', il y a un point de fuite derrière, il y a un point de fuite dans l'autre direction, puis un point de fuite dans l'autre direction. Okay? Il y a 6 points de fuite en réalité tout le temps. Mais on les ignore en perspective linéaire parce que c'est une approximation. Perspective linéaire, elle va jusqu'à 3 points de fuite. Au-delà de 3 points de fuite, on tombe en perspective curvilinéaire qui est plus précise, plus réaliste, mais plus compliquée. Okay? Puis là, on peut avoir 4 points de fuite, 5 points de fuite ou 6 points de fuite. Ok. Alors, où on était? Oui. Je me dis que c'est là. Donc, de quoi il aura l'air, mon nouveau cube, mon nouveau carré? Je sais que l'arête des x, elle va converger vers ce point de fuite de gauche. Elle va être tangentielle à l'ellipse intérieure, l'ellipse en rouge, et ces sommets vont se retrouver sur l'ellipse extérieure. Donc je vais essayer de dessiner quelque chose qui est à peine tangentiel et qui va toucher au point extérieur. Donc j'ai mes sommets. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc tangentiel, c'est à peu près ici.
Et voilà mes nouveaux sommets. Ok. Et maintenant, ces deux lignes-là doivent se rejoindre. Et si j'ai bien fait mon travail, ça va être tangentiel aussi. Et vous allez voir que je vais trouver mon nouveau point de fuite, qui est très loin maintenant. Il s'est déplacé de beaucoup plus. Ok. Donc je le dessine. Et l'autre ici, la même chose, ça devrait être tangentiel. Oups. Et ça va aller vers un point de fuite qui va se retrouver sur la ligne d'horizon, mais vous voyez, il est quelque part ici sur la ligne d'horizon. Donc vous voyez ici, ça s'est déplacé de 10 cm. Ici, ça s'est déplacé de 20, là, potentiellement, même plus. D'accord? Au moins. Donc ça n'est pas linéaire le déplacement, parce qu'en réalité, cette ligne d'horizon, elle est courbe. Et en dehors de mon champ de vision, ben, ça se met à courber, et puis là, ça fait un peu n'importe quoi si je voulais dessiner cette partie-là qui est en dehors de mon champ de vision. Mais du coup, j'ai mon carré que j'ai pu déplacer de manière la plus analytique possible. Pas déplacer, mais tourner. Mon nouveau carré, où ces points de fuite se sont déplacés sur la ligne d'horizon. Et, mesdames et messieurs, comme dirait Sol, mes dents et mes yeux, ce carré-là, c'est une rotation de celui-ci. Ok, je l'ai tourné. Yes! Ça veut dire qu'on va pouvoir dessiner un cube Rubik qui est un cube, donc on va faire un cube parfait, avec, mettons, le sommet tourné comme ça, parce que c'est plus beau à dessiner comme ça. Yeah. Donc ce sera l'une des prochaines capsules. À un moment donné, j'aurai fait le tour un peu de la perspective, et on va passer à autre chose. On va faire des arbres, on va faire des drapés. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Ciao, paix et guérison.